Ok, bonjour tout le monde. Donc, la partie 2 de la révision de fin d'année en secondaire 3 au Triolet en sciences. On se lance, let's go. Donc, dans la partie vidéo 1, on a terminé à la compatibilité sanguine. Donc, qu'est-ce qui est à se retenir de ce chapitre? Donc, commençons avec le concept de base qui est le suivant. Ok. Nous avons deux types, deux mots à venir se souvenir. Donc, on a les agglutinogènes. Qu'est-ce qu'est un agglutinogène? Ce sont des petites protéines qu'on retrouve autour des globules rouges. Ok. Donc, si j'ai un globule rouge autour, je peux avoir trois types de protéines. A, agglutinogène, B et RH. Ok. Ensuite, on a les agglutinines, qui sont les anticorps. Donc, ça fait en sorte que si, admettons, je dessine une globule rouge et que j'ai du A autour, seulement du A. Donc, vu où est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe avec le B et le RH, on le retrouve sous forme d'anticorps d'agglutinine. Donc, nous avons le retrouvé dans son plasma des anticorps de type B et de type RH. Maintenant, avec les informations que nous avons ici, nous pouvons déterminer leur groupe sanguin. Ici, nous avons autour de la globule rouge du A, du B et du RH. Donc, on a un groupe sanguin AB positif. Pourquoi positif? Le RH fait en sorte que le positif détermine s'il y a du RH ou non. Si nous regardons cela, il y a seulement du A autour. Donc, on va l'appeler le groupe sanguin A négatif. OK? Petite remarque, celui-ci n'a aucun anticorps dans son plasma. C'est un receveur universel car il n'y a rien pour bloquer un transfert de sang. Donc, tandis que lui, nous retrouvons des anti-B et des anti-RH. Ainsi, ça fait en sorte que on va voir qu'il existe 8 types de groupes sanguins. Il y a le A+, on va retrouver A et RH autour, et de l'anti-B dans le plasma. B+, AB+, O+, O-, AB-, B-, A-. On remarque que dans tous ceux qui sont A-, B-, AB- et O-, le RH s'exprime seulement dans le plasma. Et une autre remarque à faire, on peut voir que le groupe sanguin O négatif n'a aucune protéine autour. Ainsi, ça fait de lui le donneur universel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de donner du sang? Ok. Donc, excusez-moi. Si j'essaie de donner du sang, mais admettons que je dessine le groupe sanguin du receveur. Donc, le receveur est ici. Il va être du A avec du RH. Donc, A+. Ensuite, je vais en prendre un au hasard. La personne va donner... Ah oui, c'est ça. Il va avoir comme anticorps, il va avoir des anti-B. OK? Fait que les anti-B vont être tout autour. Ils vont être partout dans son plasma. OK? Admettons que j'ai un donneur qui sera B+. OK? Donc, ça fait en sorte que je vais arriver avec des nouvelles globules rouges. Je vais les dessiner bleus juste pour les différencier. Et il va y avoir autour des protéines B. Qui fait qu'on peut s'en imaginer, j'en ai dessiné deux, on peut s'en imaginer milliers. OK? Que vont faire les anticorps? Ils vont venir se jumeler. Donc, vu que c'est un anticorps B, il va venir se jumeler aux protéines B et il va créer des petits ponts entre les globules rouges. OK? Ces petits ponts-là vont créer des caillots parce qu'il va venir les rassembler tout ensemble et on va dire qu'il va venir agglutiner. Et ça peut être très dangereux et très nocif pour la santé de la personne si ça se produit dans son corps. Ainsi, comme on peut voir ici, chaque anticorps est fait pour se combattre le même type que lui. Fait que s'il y a des protéines RH et il y a du anti-RH, ça va venir agglutiner. On a même fait l'expérience au courant de l'année où est-ce qu'on avait un groupe sanguin et on y est venu mettre un liquide qui était composé de seulement
anti-A, anti-B, anti-D, anti-RH, excusez. Donc ici, si on a mis de l'anti-A et les globules rouges avaient une protéine, donc je vais essayer de dessiner ici. S'il y avait du A, puis j'ai mis de l'anti-A, ça le réagit comme on peut voir ici, car on voit qu'il y a des petits caillots. Ça veut dire qu'il y a présence de A. Donc, on a une confirmation qu'il y a du A dedans. On a mis de l'anti-B. Ça n'a pas réagi comme on peut voir ici. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de B dedans. J'ai mis de l'anti-RH, ça le réagit. Ainsi, il y a RH. Donc, on est capable de déterminer, grâce de ce test, le groupe sanguin de la personne qui sera A+, et avec du B en anticorps dans son plasma. Donc, voilà. Lorsque vous allez avoir à résoudre ce genre de situation-là, vous allez devoir écrire, il va y avoir une situation problème, écrire c'est qui le donneur, c'est qui le receveur. Ensuite, moi, ce que je t'invite à faire et à ne pas te tromper, dessine ta globule rouge. OK? Donc, ici, j'ai un O négatif, je mets aucune protéine autour. Elle s'exprime tout en agglutinine dans son plasma. Ici, j'ai du B-, fait que je mets mon B ici et j'y mets mes anticorps. Ensuite, vous allez devoir tracer un graphique de compatibilité. Donc, il faut mettre les anticorps du receveur. OK? Donc, le receveur, c'est qui? C'est Sophie. Elle a du anti-A, anti-RH. Je les place ici. Ensuite, il faut que j'aille mettre les agglutinogènes du donneur. Je vais voir mon donneur. Il n'a aucun agglutinogène, fait que j'ai fait une barre. Ainsi, c'est possible de pouvoir donner du sang. Donc, c'est possible que Sophie donne du sang, Sylvie donne du sang à Sylvie. Ensuite, petit exemple. Ici, si j'ai Peter Parker qui veut donner du sang à Clint Barton, ok? Qu'est-ce qui se passe? Donc, mon receveur, c'est qui? C'est Clint Barton. Clint a de l'anti-A et de l'anti-RH dans son sang. Donc, je vais les marquer ici. Ensuite, Peter Parker, on doit regarder ses protéines. Il a du A et il a du RH. Ainsi, A et RH. Donc, c'est pas compatible parce qu'eux vont venir s'agglutiner, faire des caillots. Et même chose pour lui. Ensuite, on va tomber à Louis. Donc, Louis, on va venir surligner les mots importants, puis on va essayer d'y ajouter un mot pour pouvoir résumer qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, nous avons le pavillon. Le pavillon, lui, vient capter les sons. Donc, comment il fait pour venir capter les sons? C'est qu'il est en forme de d'entonnoir. Donc, les sons vont venir s'acheminer, se concentrer au niveau de l'entrée. En parlant d'entrée, nous avons le conduit auditif. Ce conduit auditif-là vient acheminer les sons. Fait que moi, je l'écrirais simplement acheminer. Par la suite, on a le tympan qui agit un peu comme un tambour, okay, ou la pellicule de plastique que nous avons vue en classe. Donc, il vient vibrer aux percussions des particules. Ensuite, je fais une petite pause pour vous parler de la trompe d'Eustache, qui est un tube qui sert à relier jusqu'à environ à la gorge, qui sert à rétablir la pression. Donc, c'est comme ça, c'est à cause de lui que lorsqu'on monte en montagne, on va devoir se baisser le nez pour pouvoir rétablir la pression. C'est grâce à la trompe d'Eustache. Donc, moi, je marquerai pression. Ensuite, nous avons les trois osselets, qui sont composés du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Ce sont les trois plus petits os du corps. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent amplifier les vibrations faites par le tympan. Ensuite, ils vont venir frapper sur une petite caisse. Cette caisse s'appelle le vestibule. Le vestibule est fait d'un liquide. Ce liquide-là va venir se bouger en conséquence des osselets qui vont frapper dessus. Donc, ce liquide-là va venir se promener et va se promener principalement dans la cochlée. La cochlée est munie de cils. Les cils vont bouger, ils vont transformer le mouvement en un son. Ils vont faire un mouvement, un influx nerveux, qui
qui va être envoyé au niveau du cerveau grâce au nerf auditif. Ainsi, notre récepteur est l'oreille, qui va faire où est-ce que le trajet consiste à aller au pavillon, conduit auditif, le tympan, les osselets, vestibule. Ensuite, ça va tomber au transformateur qui sera la cochlée, le conducteur, le nerf auditif, et le cerveau va venir analyser le tout. Donc, c'est le trajet de l'ouïe. Ensuite, pour l'œil, tout d'abord, nous avons la cornée. Okay. La cornée, elle a deux rôles principalement. Elle vient protéger. Et ensuite, elle vient aussi également faire une première déviation des rayons. Par la suite, nous avons l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse sert principalement à venir nourrir. Donc, il y a des vaisseaux sanguins qui déposent des nutriments qui viennent servir à alimenter les parties autour. Par la suite, on a l'iris et la pupille. Ceux-ci viennent gérer l'intensité lumineuse. Donc, lorsque nous sommes dehors, nous avons une petite pupille parce qu'on diminue l'entrée de lumière. Lorsqu'il fait sombre, nos pupilles grandissent pour augmenter le puits de lumière. Mais on a le cristallin par la suite. C'est lui qui sert de lentille. Okay? Donc, c'est lui qui va venir se bomber ou s'aplatir, tout dépendant de si l'objet est proche ou de loin. On a l'humeur vitrée. L'humeur vitrée sert à donner la forme. Elle nourrit aussi, principalement. Ensuite, nous avons la rétine. Donc, la rétine, c'est là où est-ce qu'on vient transformer. On a des petits bâtonnets qui servent à transformer la lumière en influx nerveux. OK. Par la suite, nous avons le nerf optique qui l'amène. Autre petit détail, nous avons vu qu'il y avait la choroïde, qui est une couche assez bleue qu'on a disséquée, qui vient principalement nourrir et faire une chambre noire. Excusez-moi, j'écris tout croche. Parce que pour capter les rayons, il faut qu'il fasse noir. Et finalement, nous avons la sclérotique, qui était la couche rugueuse blanche que nous avons disséquée. Elle sert à absorber les chocs, donner la forme de l'œil. Il y avait également deux petites zones, donc la tache jaune et la tache aveugle. La tache aveugle, c'est là où est-ce qu'il y a le nerf optique. Donc, il n'y a aucun récepteur, tandis que la tache jaune, c'est là où est-ce que nous avons la majorité des récepteurs pour la lumière. Donc, lorsqu'on regarde un objet de loin, on voit le cristallin s'aplatir et ensuite, on voit le cristallin se bomber lorsqu'il tente de regarder un objet de proche. Nous avons également vu qu'il y avait deux grandes familles pour les problèmes de vision. Okay? Donc, admettons qu'on va regarder le premier cas qui est la myopie. On va voir que l'œil va venir s'aplatir, okay? Un peu comme un ballon de football, de manière exagérée un peu. Okay? Donc, théoriquement, l'œil serait supposé de finir ici, mais il s'est allongé à cause de la pression, biologie, génétique, etc. Et ça fait en sorte que l'image, au lieu de se créer où est-ce qu'on voit le petit bonhomme ici, il va venir se créer au fond ici. Ainsi, nous devons corriger le tir pour pouvoir faire une image précise au fond. On va venir utiliser une lentille divergente. Comme vous pouvez voir, la lentille divergente va faire que les rayons vont arriver plus haut. Et elle va pouvoir déplacer l'image pour qu'elle soit claire au fond de l'œil. Donc, c'est un œil qui est trop long. On a le cas inverse, qui est un œil trop court, qui s'appelle de l'hypermétropie. L'hypermétropie, comme vous pouvez voir, un œil normal aurait fait une image ici, où est-ce que vous voyez le petit bonhomme. Et ça fait en sorte que la pression s'est faite de cette manière et on se retrouve avec un œil trop court. Ainsi, on va venir utiliser une lentille convergente pour pouvoir venir rapprocher les rayons et créer une image beaucoup plus proche sur la rétine pour que la personne puisse voir de manière claire et nette. Ainsi, le trajet de la vision est la suivante. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée. Ensuite, le transformateur est la rétine,
conducteur, le nerf optique, et celui qui l'analyse est le cerveau. Le seul qui ne fait pas référence à ça, c'est l'iris et la pupille. La lumière passe à travers le trou de la pupille. On peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. Dans les deux cas, ça va. Maintenant, on va tomber dans le système respiratoire. Ouais. Donc, nous avons deux cavités où est-ce que l'air peut rentrer. Nous avons la bouche ou les narines. Okay. Ensuite, l'air rentre, va dans la cavité nasale. Nous avons le... Ah, j'ai un blanc. Pas l'épiglotte. J'ai un blanc, mais... donc, la guédille qui sert à bloquer la bouche ou le nez. Je suis désolé pour ce segment-là. Mon vidéo était bon jusqu'à maintenant, donc je vais le garder. L'air va tomber dans le larynx. Ensuite, on va tomber au niveau de la trachée, qui est un tube en cartilage qui permet de garder l'air à passer. Il va tomber ensuite par les bronches et il va y tomber dans les bronchioles. C'est un peu autoroute, boulevard, petite rue. On va tomber dans la ruelle qui sera les sacs alvéolaires qui sont composés d'alvéoles. Qu'est-ce qui se passe au niveau des alvéoles? C'est que l'oxygène va revenir. Donc, on a du sang qui est pauvre en oxygène et qui est riche en CO2 parce que l'oxygène est utilisé dans tout le corps. Ainsi, on va voir ce qu'il va arriver de ce sens. L'oxygène va venir rentrer, ce qui va bousculer le CO2 et qui va le faire sortir par diffusion. Et ensuite, on va se retrouver avec du sang riche en oxygène et pauvre en CO2 qui va être envoyé dans tout le corps pour nourrir les cellules de tout le corps. Okay? Qui va être envoyé en réalité au cœur, qui va venir le pomper et l'envoyer à tout le monde. Ensuite, nous avons les poumons. Les poumons réussissent à faire l'inspiration et l'expiration par un système de pression. Ici, la pression est normale. Lorsque le diaphragme va descendre, les poumons vont gagner en volume. Ça fait en sorte que la pression va venir descendre. Fait que les particules tentent à venir rétablir et à égaliser toujours la pression. Ainsi, elles vont rentrer pour pouvoir venir égaliser la pression. Fait que ça va créer un phénomène d'inspiration. Ensuite, en ce qui concerne l'expiration, le diaphragme monte vers le haut, ce qui vient créer un petit volume. Okay? Donc, on met de la pression. La pression augmente. Ici, la pression est normale. Qu'est-ce qui se passe? La pression est plus haute. Ils vont vouloir rétablir l'égalité, la balance. Elle va vouloir sortir. On crée un phénomène d'expiration. J'aimerais tomber ensuite sur la peau. La peau, il y a trois petits termes à venir se souvenir. Donc, oui, il y a des glandes sudoripores. Okay, vous n'êtes pas surpris, on l'a vu dans le système excréteur. Il y a des vaisseaux sanguins, etc. Mais ce qui est important, c'est que la première couche, on l'appelle l'épiderme. Cette couche-là, c'est vraiment la couche rugueuse. On a le derme qui est tout le milieu et on a l'hypoderme qui est par ensuite en bas. Donc, ce qui est important à se souvenir, c'est que c'est les rôles de la peau. On a vu les rôles de la peau à travers tout plein de modules. On a vu que dans le système excréteur, elle servait de régulation thermique. Donc, lorsque ton corps dépasse un 37 degrés Celsius, il va se mettre à suer pour dégager de la chaleur. Donc, il vient établir, réguler la température de ton corps, premier rôle. Il va venir produire la vitamine D grâce au soleil. Nous avons des petites glandes ici qui vont venir produire de la vitamine D avec l'activation du soleil. Ensuite, la protection de l'épiderme. On l'a vu dans le système lymphatique parce que si, admettons, je suis un virus ici, je veux aller me rendre dans les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qui me permet de bloquer? C'est l'épiderme qui va bloquer le virus de rentrer. Okay? Donc, ça fait en sorte qu'elle vient protéger contre n'importe quel agent pathogène qui veut rentrer dans ton corps. Ensuite, tout ce qui est lorsqu'on vient suer, nous venons dégager des déchets, donc de l'urée, des déchets azotés, fait que ça vient aussi aider au système excréteur. Donc, voilà. Ensuite, nous allons tomber dans la cellule. La cellule contient plusieurs organites. Ce sont un peu les organes de la cellule. Une version très mini. Okay? Nous avons la mitochondrie. Je la résumerai par
celui qui fournit l'énergie, parce que c'est lui qui fait, puis je vais même écrire ce mot-là, parce que je pense que c'est un mot important, la combustion cellulaire. Fait que c'est la réaction chimique qui permet dans ton corps d'avoir de l'énergie. Nous en avons beaucoup parlé cette année. La membrane plasmique qui agit un peu comme une paroi autour, donc une enveloppe. On a le cytoplasme qui est la gelée au fond. Elle sert à venir dissoudre, à donner une forme. Donc voilà. Le noyau, qui est un peu comme une banque, elle a toute l'information génétique. Okay, donc les chromosomes, etc. Donc c'est un peu le cerveau de la cellule, dans le sens que c'est lui qui a toutes les informations et qui va venir un peu agir avec action-réaction avec tous les stimuli qu'il y a à l'extérieur. Et la vacuole, qui est les réserves d'eau. Donc, les réserves d'eau, les réserves de sel de la cellule. Donc, voilà. Ça va être tout pour la partie 2. La partie 3 sortira très prochainement. Merci.